Mardi 18 janvier 2022, 23 h, Stade Craven Cottage. L'équipe locale, le Fulham Football Club, vient tout juste d'étrier 6 buts à 2 leur adversaire du soir, le Birmingham City FC. A priori anodin, ce résultat comptant pour la 24e et tout aussi anodine journée de Championship, la deuxième division professionnelle anglaise, représente pourtant un très vieux record que les Cottagers viennent d'égaler. À savoir coller 6 buts différents à 3 adversaires différents pendant 3 matchs d'affilée, une performance qui a été réalisée pour la première et la dernière fois par Chester City il y a 88 ans. Autant dire qu'il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité. Bienvenue dans ce magnifique univers de ce spécialiste des allers-retours Premier League Championship. Je m'appelle le Blur de Surface, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Fulham. Personnellement, Fulham, c'est un club que je connaissais pas beaucoup, une institution qui me disait rien a priori, sans faire de recherche, et c'est très certainement parce que ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs français qui ont évolué, il n'y a pas eu de résultats spectaculaires, etc. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que cette institution n'est pas très connue, pas très populaire en France. Et pourtant, la découverte de son histoire m'a quand même vachement passionné, et je suis sûr que vous aussi, ça pourrait vraiment vous intéresser, à condition que vous ayez comme moi une passion quasi masochiste pour les histoires tout sauf glorieuses. Généralement, j'aime bien commencer la présentation d'un club en étalant son palmarès, en le détaillant. Et aujourd'hui, je vais simplement l'illustrer par une petite vidéo, ça ira plus vite. Voilà, ça, c'est fait. Plus sérieusement, quand on cherche, on trouve, et j'ai fini par exhumer quelques lignes à leur palmarès, entre autres une coupe en 1975, une victoire en coupe Intertoto en 2002, 3 titres de deuxième division, et la ligne la plus prestigieuse et la plus improbable à leur non-palmarès, une finale de Ligue Europa perdue contre Atletico en 2010. Alors, je vous l'ai peut-être déjà dit, vous l'avez sûrement déjà remarqué sur ma chaîne, pour ceux qui suivent régulièrement, mais j'ai une passion absurde et irraisonnée pour les perdants magnifiques de Ligue Europa. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors oui, c'est une passion que j'assume, qui est totalement précise et déraisonnée, certes, mais un jour je reviendrai sur cette chaîne sur les épopées incroyables telles que Alaves en 2001 ou Middlesbrough en 2006. Mais revenons à l'histoire du club qui nous intéresse. Les Cottagers, car c'est leur petit surnom. Alors en fait, au passage, je précise qu'un cottage, c'est ça, hein. Voilà, donc bon courage pour trouver ça dans la banlieue londonienne, hein. Voilà. Surnom qui vient du nom de leur stade, qui a été créé en 1896, qui a une capacité à peu près de 25 000 places. Craven Cottage, c'est son nom, pour l'anecdote, c'est un stade anglais typique, à l'ancienne, comme on les aime tant, et dont les tribunes font partie des plus proches du terrain d'Angleterre, donc je trouve que ça donne une typicité, une particularité très appréciable. Un nom qui vient d'un manoir qui avait été construit par le baron Craven, voilà, et donc un manoir qui avait été détruit, brûlé, et donc au moment où le club a racheté le terrain, voilà. Pour notre anecdote. Au passage, le club doit sûrement avoir le record européen du nombre de stades, puisque dans son histoire, il a évolué dans à peu près 12 stades différents, voire même dans certains stades d'autres équipes. Donc partager le stade avec d'autres supporters, vous imaginez la honte, l'horreur pour les supporters Cottagers. Donc j'en ai été où moi avec toutes mes anecdotes? Oui, donc Fulham est un des plus vieux, peut-être je crois le plus vieux club professionnel londonien, puisqu'il a été créé par des religieux en 1879. Et ensuite, comment dire, bon, pour faire simple, disons qu'il n'accède à l'élite, à la première division, qu'en 1949, pour redescendre directement en deuxième division dès 1952. Voilà, et c'est ainsi que ce mouvement d'ascenseur est rentré directement dans l'ADN de ce club. Et c'est pourtant de cette saison 1952 que va sortir de nulle part une des figures les plus emblématiques de ce club, un joueur aujourd'hui oublié et méconnu en France, en tout cas moi que j'ai découvert, dont Pelé disait qu'il était un des meilleurs passeurs qu'il ait jamais vu, à savoir Johnny Haynes. S'il rate le fameux mondial 1966 gagné par les Anglais à la maison, dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne, allez voir, la vidéo est géniale, il est vraiment un précurseur, parce que c'était le premier à avoir un agent, le premier à gagner beaucoup d'argent, et le premier à faire de la publicité. C'était un petit peu le David Beckham de l'époque. Des années 1960 à 1980, rien à signaler, si ce n'est l'habituel ascenseur, bien entendu, entre les différentes divisions, si ce n'est l'arrivée peu mémorable de deux joueurs pourtant mythiques. Tout d'abord, le capitaine et champion du monde 1966, Bobby Moore, puis l'inénarrable George Best. Des passages peu mémorables, mais quand même des noms qui comptent dans l'histoire du club. Ensuite, club qui a également créé les Harlequins Rugby, aujourd'hui un des plus gros clubs de rugby.
Voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire. Bon voilà, hein, je vous avez vu, j'ai creusé, j'ai creusé pour trouver des choses intéressantes. Mais il faut quand même reconnaître que mis bout à bout, tout ça fait de l'histoire de ce club, voilà, un club à part. Bah oui, parce qu'en plus de faire le yo-yo entre les différentes divisions, d'avoir des difficultés financières et de jamais rien gagner, le club est passé à côté, comment dire, à côté, disons que ça s'est passé à un cheveu du crâne de Zizou, hein, d'une improbable, oui je sais, je me répète, mais ce mot devient synonyme de ce club, fusion avec les Queen's Park Rangers. Ah ouais. Ça se passe à la fin des années 80, heureusement ça ne se fait pas, et le club est à 2 doigts de mourir quand en 1997, il est racheté par le milliardaire égyptien Al Fayed. Oui, il s'agit bien du papa du mec de Lady Diana, ouais. Le milliardaire pose donc le chéquier, bam, sur la table, les résultats suivent, le club se stabilise et quelques noms ronflants se succèdent tant sur le banc que sur les terrains. Citons pêle-mêle le français Louisa, Duff, Konchesky, etc. mais également sur le banc Jean Tigana. C'est d'ailleurs avec ce dernier que Fulham retrouve enfin l'élite 33 ans après. Lui succède à la tête de l'équipe le très prolifique Roy Hodgson, qui mènera l'équipe à l'épopée mythique en Ligue Europa en 2010. Sauf que la stabilité c'est pas quelque chose de normal pour Fulham, voire carrément suspect, ainsi tout rentre dans l'ordre, l'équipe redescend directement en 2e division. Voilà, c'est mieux. Voilà pour le passé, attaquons maintenant le présent. Bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu de match de Fulham cette saison, faut pas déconner non plus, mais j'ai un œil sur leurs résultats et leurs performances depuis quelques semaines, comme je le fais de toutes les équipes que je vous ai déjà présentées sur cette chaîne. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous persuader de faire de même, de suivre ce que va faire cette équipe. Vous me direz donc en commentaire si j'ai réussi ou non à vous persuader, mais après tout, je comprendrai que vous n'ayez pas la même attirance masochiste pour la loose footballistique. À l'heure où je tourne cette vidéo, les Cottagers sont largement leaders de 2e division, de Championship, avec 57 points pour 17 victoires, 6 nuls et 4 défaites. Mais surtout, avec 73 buts marqués en 25 matchs. Il faut savoir que Norwich l'année dernière, sur toute la saison, qui a fini premier, donc qui est monté en Première Ligue, avait marqué en tout 73 buts. Voilà, en titre de comparaison, ça vous situe un petit peu le profil et l'identité de l'équipe. Et j'ai calculé, cela fait quand même une moyenne de plus de 3 buts par match, donc regardez un match de Fulham, c'est voir des buts. Qui dit but dit pied, tête, voire même cul, hein, pour les marquer, et tous ces membres, ils appartiennent forcément à des joueurs. Enfin, je crois. Et souvent d'ailleurs à des attaquants. La plupart du temps, enfin, statistiquement, hein, bien entendu. Et pas des peintres, à Fulham notamment, l'international serbe Mitrovic, qui a marqué la bagatelle de 27 buts en 25 matchs. Le mec est plutôt chaud. Dans l'effectif, vous connaîtrez sûrement aussi peut-être Niskens Kebano, qui était passé par Caen et le PSG, auteur de 8 buts et 5 passes décisives. Sur le front de l'attaque, vous connaîtrez également peut-être 2 anciens pensionnaires de la Ligue 1, à savoir Anthony Knockert, qui est passé par Guingamp, et l'ancien monégasque Ivan Caballero, si je ne me trompe pas, oui, mais qui semble plutôt être des remplaçants. Mais s'il y avait un joueur à retenir, celui qui attire mon attention sur le front de l'attaque, c'est Harry Wilson. L'Anglais de 24 ans est auteur d'une super saison, avec 8 buts et 11 passes décisives en 23 matchs, c'est quand même pas rien. Il a été formé et passé par Liverpool. Après de nombreux prêts, il semble enfin déployer pleinement tout son potentiel. Au milieu de terrain, j'ai envie de retenir avant tout Jean-Michel Seri. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un ancien niçois que j'avais totalement perdu de vue. Je me rappelle qu'il avait failli signer au Barça, sauf erreur de ma part. Les Niçois me corrigeront si je me trompe. Il semble faire une bonne saison et est bien installé depuis 2018, sauf erreur de ma part. Il est devenu le patron du milieu. La perle pour moi de ce milieu, il s'agit de Fabio Carvalho. C'est un jeune joueur de 19 ans qui a la double nationalité anglaise-portugaise et qui, fait rare dans cette équipe, a été formé au club. C'est un milieu offensif que j'aime beaucoup, j'ai entendu pas mal de bien sur lui. Il a joué environ un match sur 2 et marqué, sauf erreur, 8 buts et fait 2 passes décisives au moment où j'écris cette vidéo. Il serait courtisé, comme on dit sur Foot Mercato, notamment par Liverpool, ce qui veut tout dire et rien dire à la fois, mais j'ai hâte de voir ça plus tard. Pour ce qui est de la défense, je ne connaissais que Kenny Tété, donc ce joueur néerlandais formé à l'Ajax, je crois, et qui avait joué à l'Olympique Lyonnais. Mais s'il y avait 2 noms à retenir, tout d'abord Anthony Robinson. Lui aussi a la double nationalité anglaise et américaine. Il est international et a déjà joué 18 matchs pour sa sélection, ce qui est pas rien vu son âge. Il a 24 ans, c'est un latéral gaucher,
qui a été formé à Everton. Et cette saison, laissez-moi retrouver, il a fait quand même 2 buts et 4 passes décisives. Vu la marge de progression qu'il semble avoir, je le verrai bien la saison prochaine évoluer en Première Ligue, mais ça m'étonnerait que ce soit avec Fulham. Le deuxième défenseur dont je voulais parler, et c'est celui qui a la plus grosse cote sur Transfermarkt avec l'attaquant Mitrovic, il s'agit, et là je prends mes notes, désolé parce que son nom est compliqué à dire, il s'agit de Tosin Adarabioyo. C'est un défenseur central bien connu des scouts car il a été formé à l'époque par Manchester City. Athlétique, grand, puisqu'il fait 1m96 quand même, il a une grande qualité de passe et d'interception et peut encore progresser puisqu'il a encore tout simplement 24 ans. Il joue tous les matchs avec Fulham et sa cote n'a fait qu'augmenter puisqu'en un an elle est passée de 3 à 15 millions d'euros. Et pour organiser et faire jouer tout ça, eh ben, il faut bien un entraîneur. Il s'agit de Marco Silva. Le Portugais de 44 ans, arrivé à l'été 2021 et secondé à l'entraînement par la légende du club Luis Boa, a déjà une sacrée carrière d'entraîneur, a beaucoup d'expérience, puisqu'il est déjà passé sur les bancs du Sporting, de l'Olympiakos, de Hull, de Watford et d'Everton, entre autres. Et il s'est gagné puisqu'il a déjà remporté une Coupe de Portugal et le championnat de Grèce. Et voilà pour la présentation de l'effectif, et maintenant vous allez me demander, mais comment ça joue ? Bah ça joue bien, oui ça joue bien. Ah, tactiquement, en 4-2-3-1 principalement, ouais, excusez-moi. L'équipe joue un jeu de possession, fait de passes courtes, et qui essaye d'occuper la moitié de terrain adverse. Mais c'est une équipe qui excelle en contre-attaque, avec une défense qui joue très bien le hors-jeu, et avec des individualités capables de créer des différences par leur dribble. Et enfin, avec 2,1 points par match de moyenne, bah, ils ont un peu plus qu'un rythme d'outsider, ils ont carrément un rythme de champion. Et pour conclure, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, tout d'abord, une histoire faite surtout de bas, mais avec quelques hauts, mais qui mérite quand même qu'on la raconte. Un stade à l'ancienne vachement sympa, des attaquants en feu, un style offensif, un jeu attrayant, beaucoup de buts. Franchement, moi j'y vois tous les ingrédients pour suivre au moins jusqu'au bout de la saison ce club. Bon, on va pas se mentir, ça sent la redescente directement après s'être fait piler allègrement de ses meilleurs joueurs. Je sens également que Mitrovic va atteindre son plafond une fois arrivé en Première Ligue et qu'il n'arrivera pas à réitérer les mêmes performances. Ça arrive tellement souvent que ça m'étonnerait pas que ça arrive encore. Mais je peux me tromper bien sûr. Cependant, il y a quand même un effectif qui pourrait faire bonne figure en Ligue 1. Enfin, bon, qui a déjà fait bonne figure en Ligue 1. En plus, rajoutant à cela un noyau dur, un squelette de l'équipe qui arrive à maturité, puisque la moyenne d'âge de l'équipe est de 26,5 ans. On peut imaginer que tous ces joueurs arrivent à maturité et qu'ils puissent bien digérer leur arrivée en Première Ligue. Selon moi, les supporters cottagers peuvent donc légitimement espérer de faire comme l'avait fait Swansea au début des années 2010, c'est-à-dire de vivre quelques belles années en Première Ligue. Avant de redescendre, bien sûr. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, ben, allez-y, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la cloche, vous connaissez les bails. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour une petite vidéo sur Neymar ou autre, je ne sais pas, je me laisse un petit peu guider. Quoi qu'il en soit, j'étais très content de faire cette vidéo, de revenir un petit peu sur YouTube. Je vous promets rien pour l'avenir, mais voilà, de temps en temps, il y a des petites vidéos qui vont popper comme ça. Restez donc sur la chaîne, soyez attentifs, je vous dis à très bientôt. Ciao les blancs.